Lorsque aux États-Unis on va parler de fraude, c'est quelque chose qui, disons, est beaucoup plus pris au sérieux et beaucoup plus vraisemblable que si l'on émet une accusation du même ordre en France, rappelez, ou peut-être en Israël. Michel Gurfinkel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Je suppose que la nuit a été courte. Les 2 dernières nuits ont été courtes pour vous, qui suivez de très près ce qui se passe aux États-Unis. Vous êtes journaliste, écrivain, expert dans la vie politique américaine. Et on peut le dire d'une certaine manière, vous ne cachez pas votre soutien en faveur de Donald Trump, mais je voudrais avoir ce matin votre appréciation de ce que nous sommes en train de vivre, alors qu'apparemment il ne manque que 6 grands électeurs à Joe Biden pour être le prochain président des États-Unis. Votre sentiment personnel, disons? Mais mes sentiments sont toujours personnels, mais je crois que je vais dire une série de banalités. Premièrement, tous les sondages parlaient quelques jours avant le scrutin d'une victoire écrasante de Biden. On attribuait approximativement entre 55 et 60% des intentions de vote à Biden contre un peu plus de 40 à Trump. La réalité sur le terrain est extrêmement différente. On peut dire que globalement, aux États-Unis, nous avons une situation de 50-50. Alors, toute la question est de savoir si ce 50-50 va être arbitré de manière équitable, transparente ou pas. L'accusation, comme vous le savez, de l'entourage du président sortant, c'est qu'il y a eu des fraudes et que ces fraudes permettent actuellement aux démocrates de revendiquer une victoire vraiment au finish, c'est-à-dire une victoire avec une très faible marge, mais une victoire quand même. Toute la question est de savoir si l'on peut prendre ces accusations au sérieux. Il y a beaucoup d'Américains qui prennent ces accusations très au sérieux. Mais concrètement, Michel, à supposer qu'il y a eu effectivement des falsifications, il n'est pas question, par exemple, de dire qu'il y a eu une falsification dans un bureau de vote à Miami, en Floride, mais le sentiment que donne en tout cas l'entourage de Donald Trump, c'est qu'il y a eu un vaste réseau de falsifications nationales à travers tout le pays pour empêcher... Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Alors, bien ça parce il y a eu des faits troublants, exactement de même nature dans différents États extrêmement éloignés. Comme quoi, par exemple? Donnez-nous des exemples. Par exemple, on a exactement la même situation en Pennsylvanie ou en... C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il y a eu un décompte au début qui était très favorable à Donald Trump? Il y a énormément de points très compliqués. Je vais prendre par exemple le cas d'abord, je vais dire une première chose qui est fondamentale, il faut comprendre, c'est que lorsque aux États-Unis on va parler de fraude, c'est quelque chose qui, disons, est beaucoup plus pris au sérieux et beaucoup plus vraisemblable que si l'on émet une accusation du même ordre en France. Rappelez, ou peut-être en Israël, ou en tout cas en Israël, dans le mainstream israélien. Si l'on regarde, si vous voulez, l'histoire américaine et l'histoire américaine récente, le système totalement décentralisé des États-Unis et qui fait que le régime électoral est décidé par les autorités de l'État a amené d'abord des grandes disparités dans le contrôle des suffrages et ensuite a donné lieu de manière endémique, et ceci a marqué toute l'histoire américaine et continue à la marquer, a donné lieu à des manipulations ou des fraudes diverses. Donc il n'y a pas, lorsque vous émettez cette accusation aux États-Unis,
Et ce sont des fraudes qui sont toujours en direction, qui désavantagent les républicains ou qui... Pas nécessairement, mais les démocrates, dans beaucoup d'États, ont toujours eu une tradition plus suspecte que d'autres. Par exemple, je prends des éléments de l'histoire américaine du XXe siècle. Tout le monde sait que pendant plusieurs décennies, il y a eu un système de corruption et de fraude généralisée à New York, et que l'homme qui a mis fin à ce système, qu'on appelait le système de Tammany Hall, du nom du quartier général du Parti démocrate, c'était un maire démocrate de New York, LaGuardia, qui d'ailleurs a été extrêmement populaire pour cela, qui, à la fin des années 30, a introduit de la transparence dans les élections new-yorkaises. Alors Michel, si c'était effectivement le cas, si effectivement il y a des accusations de fraude à l'échelon national, pourquoi finalement Donald Trump ne l'a pas dit très clairement au cours des derniers mois, c'est-à-dire pourquoi finalement il n'a pas dit pourquoi ça surgit au lendemain des élections et lorsque les résultats sont... Vous ne pouvez pas frauder, c'est très difficile, en tout cas dans le contexte américain. Vous pouvez frauder, mais pour que la fraude passe, il faut qu'elle reste dans certaines limites. On ne peut pas, dans un système de type américain, on peut frauder. C'est un système qui se prête plus facilement à la fraude que peut-être le système très centralisé et très, on va dire, jacobin napoléonien de la France. Mais vous ne pouvez quand même pas faire une fraude nationale de proportions absolument gigantesques. En revanche, vous pouvez faire une série de petites fraude. Okay. Et on a le sentiment que les démocrates ont fait une sorte, enfin les démocrates, une partie de l'appareil électoral du Parti démocrate pourrait avoir fait le calcul suivant, soit effectivement il y a une vague bleue et dans ce cas-là nous n'avons pas besoin de recourir à la fraude, soit la situation se présente mal pour nous, et si nous avons le sentiment qu'elle se présente mal pour nous, nous pouvons à ce moment-là utiliser un certain nombre de bottes secrètes. Donc vous dites effectivement, comme l'a dit Donald Trump hier... L'une des bottes secrètes principales qui a été utilisée dans le cas qui nous concerne, c'est celle de ce qu'on appelle le vote par correspondance, sauf que le vote, je dirais, vote par correspondance effectué par courrier, sauf que ce type de vote est beaucoup moins rigoureux et fait de manière beaucoup moins rigoureuse dans certains États américains. Mais Michel, disons que ce sont des accusations, supposons que ce sont des accusations fondées, mais on le savait à l'avance. On savait déjà à l'avance, il y a quelques mois, que ce vote par correspondance risquait de favoriser l'un ou l'autre des partis. Ça a été dit, ça a été noté, et il faut savoir, par exemple, dans le cas précis pourquoi, par exemple, le président qui est tout puissant n'a pas... Dans le cas précis de la Pennsylvanie, l'État de Pennsylvanie dominé par les démocrates a changé le code électoral quelques jours seulement avant l'élection afin de permettre une très grande latitude dans l'acceptation de bulletins dits postaux. Il faut savoir que ces bulletins dits postaux sont collectés par des militants du Parti démocrate, sont postés par des militants démocrates. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que lorsque on procède à ce qu'on appelle le dépouillement, on s'aperçoit que, bizarrement, il y a très peu, voire pas du tout, de républicains qui ont utilisé la voie postale dans les États incriminés. Donc, ça fait un faisceau. Alors, mais on va résumer parce que ça fait 10 minutes qu'on parle de fraude. Et si l'on disait tout simplement, Michel, que les républicains, l'entourage de Trump sont des mauvais perdants parce que finalement, il y a 4 ans, eh bien, Donald Trump l'a emporté aussi grâce à ce système un peu bancal des États-Unis où il avait
au total 3 millions de moins de voix que Hillary Clinton, mais il a tout de même été élu lui aussi sur le fil, Donald Trump. Donc il a profité une fois de ce système. On peut dire, bien entendu, on peut dire les choses de cette façon-là. On peut les dire de cette façon-là, mais simplement, moi, je reste sur des points extrêmement simples. Nous avons vu, je reviens sur ce que je disais au départ, il y a eu sinon une vague rouge, puisque le rouge est la couleur des républicains aux États-Unis. C'est un petit peu, ça prête un peu à confusion tout ça, mais c'est ainsi. Ouais. Bleu est la couleur de la gauche et le rouge la couleur de la droite. Donc, il y a ne parlons peut-être pas d'une vague rouge qui submerge l'ensemble du pays, mais il y a eu incontestablement une montée rouge assez spectaculaire. Alors justement, qui n'est pas seulement visible avec les résultats de la présidentielle, on la voit aussi sur d'autres points. Les républicains marquent des points au niveau des gouvernements locaux, des postes de gouverneurs, ils marquent des points à la Chambre des représentants. Oui. Mais ils n'ont pas la majorité. Non, les démocrates ont toujours la majorité, mais c'est une majorité qui s'est effritée par rapport à la fois précédente. Donc il y a incontestablement dans le corps politique américain quelque chose qui va dans le sens d'une montée très importante des républicains. Le problème, enfin, nous n'allons pas parler maintenant de comment l'élection va se terminer, soit effectivement les recomptages des voix donnent définitivement la majorité en grand électeur à Biden et les républicains, Trump lui-même décide d'accepter, soit il y a contestation et là on entre dans un circuit, un processus de recours aux tribunaux qui peut éventuellement remonter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, c'est possible. Donc, nous allons voir comment. Ok. Alors, je voudrais, Michel, c'est vrai qu'on est encore à chaud et c'est la raison pour laquelle on parle de ces fraudes. On est encore dans le feu de l'action. C'est vous qui m'avez interrogé sur les fraudes. Oui. Vous expliquer mais je voudrais qu'on parle un peu. Je voudrais qu'on essaye de voir un petit peu, avec un petit peu de recul, quelle a été l'erreur, on va dire, de Donald Trump qui l'a empêché de se faire réélire, on va dire. Mais il n'a fait aucune erreur. Il n'a fait aucune erreur. Il a été sur le point d'être réélu. La seule erreur qu'il a faite, si l'on veut, c'est que on peut imaginer un autre Donald Trump qui aurait été plus inclusif et qui aurait obtenu une majorité plus importante. La réalité politique aux États-Unis est la suivante. Pendant le système politique anglo-saxon, c'est-à-dire c'est un système qui repose sur une élection à un seul tour et à la majorité simple. Ce système, très très différent et du système proportionnel qu'on connaît en Israël et du système à deux tours proportionnel ou majoritaire que l'on connaît en France, ce système pratiqué par les Anglais depuis le XVIIe siècle, pratiqué par l'ensemble du monde anglo-saxon, pratiqué par les États-Unis depuis l'origine, c'est un système qui habituellement conduit d'une part au bipartisme, c'est-à-dire que pour être élu, il n'y a pas d'autre moyen que d'appartenir à une très large coalition. Donc finalement, il y en a deux qui se mettent en place, celle des sortants et celle des challengers. Donc aujourd'hui, c'est le Parti démocrate et le Parti républicain, mais en même temps, comme tout va se jouer dès le premier coup, il s'agit d'obtenir le maximum de voix et ce qui est très important dans un scrutin serré, c'est d'avoir les gens qui pourraient voter d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire le centre en réalité, il s'agit d'obtenir ce centre qui balance, ce swing vote qui se trouve au centre. Donc ce système... Mais Michel, je dois avouer que vu de Jérusalem, et je pense peut-être d'autres pays également, on a le sentiment que justement il n'y a plus de centre, que s'il y a 20 ans, 30 ans, il y avait... Voilà le point intéressant. Voilà, Daniel, le point intéressant. On va vers les extrêmes. Le point intéressant, c'est que ce système qui, pendant des siècles, semblait favoriser et l'alternance pacifique et la course au centre, ce système, depuis un certain nombre d'années, aussi bien aux États-Unis que dans beaucoup d'autres pays anglo-saxons,
semble avoir maintenant un effet totalement différent. C'est-à-dire que nous voyons d'une part que les grandes coalitions, au lieu de tendre vers le centre, sont de plus en plus dominées par ce qu'on va appeler leur aile la plus radicale. Par exemple, les républicains ont été dominés par l'aile populiste dirigée par Trump, et les démocrates sont maintenant dominés par une aile radicale. Quand je dis radicale, une aile particulièrement extrémiste. Le véritable vainqueur de l'élection démocrate, tout le monde le sait, ce n'est pas Biden, c'est le nouveau parti démocrate incarné par Sanders, qui a été à 2 doigts de gagner les primaires, et incarné d'une autre manière par ces nouveaux politiciens démocrates ou politiciennes démocrates. Je pense en particulier au Squad, qui a été totalement et brillamment réélu. C'est ça la nouvelle réalité du Parti démocrate. Donc nous sommes dans une situation de polarisation extrême aux États-Unis, donc de mobilisation extrêmement forte dans les deux partis, sauf que chez les républicains, il y a pu y avoir beaucoup de réticence vis-à-vis de Donald Trump, mais au bout de 4 ans de présidence Trump, il y a eu le sentiment disons, la classe politique républicaine que d'abord Trump, tout en étant extrêmement, je dirais, original par rapport aux pratiques traditionnelles, néanmoins le programme et les valeurs que défend Trump politiquement restent celles du parti républicain traditionnel. Tandis que dans le cas démocrate, nous avons une autre situation extrêmement différente où un nouveau parti démocrate qui a très très peu de ressemblance avec le parti démocrate traditionnel est en train de s'imposer. Et la vraie question politique, elle est là. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non une administration démocrate aujourd'hui va être plus capable de rassembler que ne l'a été l'administration Trump. Eh bien, oui. Non, Michel, je m'excuse, on doit terminer cette émission. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. On aura l'occasion de se reparler parce qu'on n'est pas au bout de nos peines dans ces résultats des élections américaines. Essayer de reprendre aussi, de revoir à chaud, de manière avec un peu plus de recul, un peu les résultats justement de cette confrontation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Michel Gurfinkel, journaliste, écrivain. À bientôt, bonne journée. À bientôt.